Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre émission La Revue de Presse. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible qui nous touche tous, c'est bien sûr le racisme. Alors certains l'appellent le racisme ordinaire ou d'autres le racisme, j'ai envie de vous dire, tout court. Donc on verra ça avec les chroniqueurs sur le plateau aujourd'hui. Donc Ibrahima Keita, que vous connaissez maintenant, responsable associatif. Ancien élu sur Cergy. Tout à fait. Bonjour Cynthia. Bonjour. Et merci de me recevoir une fois de plus. Une surprise aujourd'hui, mais une belle surprise que je ne suis pas seule. Enfin une femme parmi nous. Colette, bonjour. Bonjour Cynthia. Donc merci. vous êtes écrivaine, oui, c'est ça? J'occupe un poste de cadre de santé. Oups. Et par ailleurs je suis écrivaine. Bienvenue en tout cas Merci. sur ce plateau. Et bien sûr, je vous présente plus Stéphane Totui, élu à Malakoff. Bonjour Stéphane. Bonjour Cynthia, comment vas-tu? Ça va? J'aime beaucoup votre couleur aujourd'hui. Là. Merci, c'est l'été. Déjà, un peu les couleurs. C'est vrai qu'il fait chaud. Vous le sentez pas, mais nous, je vous le dis, il fait très chaud aujourd'hui. Donc on parle du sujet du racisme ordinaire, messieurs, mesdames. Un sujet sensible, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous en avez déjà connu? Est-ce que vous avez des exemples parmi vos proches déjà? Tu viens d'où? L'Afrique. Tu vois, c'est la première question qui commence avec ce racisme ordinaire. Souvent, les gens, au lieu de demander les origines, disent tu viens d'où? Comme si on était français, mais pas français. C'est un politique français sur papier. Le reste, on vient d'ailleurs. C'est la couleur qui prime. D'origine de. Voilà. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui le racisme, on va dire ordinaire, est un racisme qui ne dit pas son nom, mais que tout le monde vit, souvent par ignorance, souvent par manque, je dirais, de tact, souvent par abus de pouvoir. Parce que certains se pensent supérieurs aux autres, donc quand ils te demandent, c'est juste pour te dire, tu es plus bas que moi, tu m'écoutes. Mais on a tendance, surtout les personnes des minorités visibles que nous sommes, on a tendance à faire aussi ce racisme, on va dire, ordinaire avec aussi les caucasiens. Parce qu'on veut soit jouer un peu à être là pour pouvoir les soutenir, et qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on le fait sans s'en rendre compte. Je prends un exemple, quand souvent on veut manger quelque chose que c'est épicé, directement quand on est en face d'un caucasien, on dit c'est épicé. Comme s'il ne pouvait pas manger les épices. On n'est pas là pour le protéger, on le laisse découvrir. Quand on part manger dans un restaurant, on nous dit attention, il y a du poivre. On nous dit c'est poivreux, mais quoi? Et c'est à nous de faire le choix. Donc c'est ce racisme qu'on vit, et beaucoup diront oui, non, mais ce racisme c'est pas vraiment un racisme, non, mais arrête, on peut pas te parler et tout. C'est aussi une forme de racisme. Et c'est tout ça que je l'explique un peu dans mon ouvrage, le racisme au secours de la France, parce que on le vit, on le sent, et il y a beaucoup qui en souffrent, mais qui en souffrent dans le silence. Et ce silence, maintenant, on est au 21e siècle, on ne doit plus l'accepter. Donc pour vous, c'est du racisme ordinaire? C'est des choses on dit ordinaire banales? On dit ordinaire du fait que souvent on ne prête même pas attention. Et souvent les gens, on va dire, derrière n'essaient pas de pouvoir c'est rentrer réagir. Dans les mœurs. C'est rentrer dans les mœurs et on ne doit plus Tout à fait. appeler ça racisme. C'est du racisme. Actuellement, Olivier Faure, responsable Nouveau Gauche, nous parle du racisme atmosphère. Il dit au ministre aujourd'hui en charge de tout ce qui est immigration, de laisser faire le racisme d'atmosphère en France. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est différent. Si vous voulez, c'est que aujourd'hui, les formes de racisme, pour ne pas totalement taper sur le système, on dit plus le racisme systémique pour certains, ils disent l'atmosphère. Pour ne plus dire que c'est le système. Voilà, juste l'habillage. L'habillage qui change. Voilà, c'est l'habillage qui change, mais c'est toujours la même chose. Parce que quand on prend aujourd'hui, on le voit à la fois dans la représentation à l'Assemblée, au Sénat ou autre, la représentation de la population ne se fait pas. Et quand il y a quelques afro-ascendants, afro-descendants qui sont dans les hémicycles, on met plus la lumière en disant oui, mais voilà, on a essayé de donner quelques couleurs. Je vous donne un exemple typique en tant que candidat à la municipale qui arrive. Vous prenez souvent, quand vous faites une liste, si un caucasien fait sa liste et qu'il y a 2, 3 afro-ascendants dedans,
Oui, c'est une liste qui est parfaite, ça va. Il y a une représentation. Mais quand un afro-ascendant fait une liste et qu'il met 2 ou 3 caucasiens, on dira c'est une liste communautaire. Pourquoi est-ce une liste communautaire? La loi dit bien, il faut juste avoir 18 ans, donc le droit de voter, être inscrit sur la liste électorale, on a le droit d'être sur une liste, on a le droit d'être une liste. Donc pourquoi on met cette différence? Simplement pour dire, vous n'êtes pas chez vous, sauf qu'on est chez nous. Et c'est ça. Donc à la fois le côté systémique et le côté ordinaire qu'on voit, on le vit, on n'arrive pas à faire vraiment la frontière. Et c'est pour ça, moi, à travers le livre, je l'ai dit, le racisme qui est au secours de la France, c'est que à la fois on a du racisme, mais à la fois on a la discrimination qui vient appuyer ce racisme. Et aujourd'hui, la population doit être instruite, parce que moi je le dis, on n'est pas là pour pouvoir taper sur certaines personnes qui le font ce racisme ordinaire parce qu'ils ne le savent même pas. C'est de les écouter, de les pousser à aller jusqu'au bout de leur idée. Écoutez, moi je suis tenté de dire tout d'abord que effectivement le racisme existe depuis bien longtemps, mais c'est aujourd'hui complètement banalisé. Ça, c'est le racisme à visage découvert. Et par définition, le racisme, c'est une façon effectivement de pouvoir démontrer qu'il y a une hiérarchie au niveau ethnique, au niveau religieux, au niveau culturel, et que tout ceci repose sur des préjugés sur l'histoire. Sur l'histoire, et notamment la plupart des Africains qui sont issus de pays d'Afrique francophone, donc d'anciennes colonies françaises, et du fait de l'esclavage, de la colonisation notamment, eh ben, il y a des préjugés qui sont toujours là. Et en considérant que il y a une certaine, et j'ai tendance à dire que les préjugés nuisent à l'objectivité. C'est-à-dire que ce qui est dommage, et je rejoins ce que Stéphane disait, il y a de l'ignorance, parce que, et surtout ce refus, ce déni d'accepter qu'une personne autre qui soit différente de toi, et pas uniquement qui explique ce racisme, qui n'est pas uniquement au niveau de la couleur, mais au niveau aussi de son patronyme, aussi au niveau de son lieu de résidence, de sa culture, je l'ai déjà dit, de sa religion. Malheureusement, c'est au cœur de l'actualité, qui fait que on ne peut pas accepter que on est tous pareils. Donc, on est dans des classes et ça a été dit, français sur papier, que l'on soit naturalisé ou que l'on soit français né sur le territoire français, mais ils diront toujours d'origine de rappeler d'où tu viens, qui tu es. Et c'est une façon de catégoriser les Français. C'est de démontrer que il y a des Français à part entière, des blancs français de souche, alors que on sait bien que, je l'avais dit la dernière fois sur ce plateau-là, on fait aussi la différence entre ceux qui sont français issus de qui sont français intra-européens. Pourtant, il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des Français ne sont pas français de souche. C'est pas français de souche. De souche en plus. Ouais, ils sont italiens, d'origine italienne, portugaise, hongroise, polonaise, etc., etc. Mais qui ne sont pas aussi non plus, malheureusement, traités sur le même pied d'égalité que ceux qui sont français de l'Union, de l'Europe extra-européen, qui sont extra-européens, qui sont effectivement afro-descendants comme nous autres. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là, et qui est à faire, mais il y a un problème de sémantique. On veut jouer sur les mots, le racisme en atmosphère, racisme ceci, cela. On joue sur les mots. Sinon, le problème, il demeure toujours le même. Il faut qu'à un moment donné, tant qu'il n'y aura pas, et je termine mon propos pour ne pas monopoliser la parole, tant qu'il n'y aura pas un traitement égalitaire pour tous, et que les responsables politiques ne prennent pas et n'ont pas le courage, et les dirigeants de ceux qui sont à la tête de ce pays-là, le courage de dire on traite tout le monde sur le pied même pied d'égalité, dans le cadre de l'égalité des chances, et d'embrasser tous les enfants de la République de la même façon, eh bien je pense qu'on sera toujours confronté à ce problème lié au racisme et à toute forme de discrimination. Bon, si vous avez des propositions, je veux bien les entendre après. Colette. Absolument. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est important qu'on définisse ce que c'est que le racisme ordinaire pour bien savoir de quoi on parle. En fait, pour moi, le racisme ordinaire, ça fait référence à des propos, des attitudes ou des comportements racistes banalisés. Et souvent même c'est sur fond d'humour, mais c'est juste pour rigoler.
Donc, ça peut être des moqueries, on se moque de l'accent de la personne, la couleur des cheveux, de façon de s'habiller, ou ce qu'il a mangé. Et tout ça. Mais c'est l'effet blessant, en fait. On se rend pas compte de l'effet blessant que ça peut produire. Alors, j'ai une petite anecdote à mon travail. J'occupe un poste de cadre de santé dans un hôpital public. Et un jour, il y avait une équipe qui parlait en créole devant des personnes qui ne comprenaient pas le créole. Donc, je leur disais, vous voyez, je suis contre le fait que vous parliez créole, mais les autres personnes qui sont avec vous ne comprennent pas ce que vous dites. Et ça peut être embarrassant pour... Oui, est-ce que s'ils veulent participer à la conversation, Et en fait, ils n'ont pas compris, ils l'ont pris mal. Ils l'ont mal pris. Je voulais vraiment leur faire comprendre que c'est pas... déjà, c'est pas professionnel, parce qu'à l'hôpital, on doit parler français. Et voilà, ils l'ont mal pris. Donc... j'ai une autre anecdote aussi par rapport aux Roumains. Les Roumains, ils disent oui, ils sont tous ça, ils sont tous... préjugés. C'est des préjugés. Donc, c'est basé sur des préjugés. Et c'est... On englobe tout le monde dedans. On englobe tout le monde dedans, malheureusement. Alors, est-ce que le fait de dire que tel Roumain est sale, est-ce que c'est du racisme, ça, Colette? Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Est-ce que le Roumain le prend comme du racisme? Ou c'est plutôt une étiquette c'est une étiquette qu'on lui met sans forcément c'est une étiquette raciste. C'est comme quand on prend les propos blessants qu'a eu à l'époque feu Chirac, les odeurs, quand il parlait des Africains. Voilà. C'est blessant. Quelle odeur? Alors pourtant, aujourd'hui, dans la société, on va dire, des parfumeries, ceux qui consomment plus les parfums, c'est les Africains. Donc vous voyez, aujourd'hui, les gens se croient, on va dire, supérieurs souvent pour pouvoir montrer une certaine ossature. Et ils le font sans le savoir. Ils blessent sans le savoir. Ah, je sais pas si c'est sans le savoir. Mais des fois, ils savent pas. Des fois, c'est sans le savoir. Voilà. Souvent, les gens se disent, je suis supérieur, donc quand je parle, l'autre va comprendre. Et donc, je suis au-dessus, voilà, je parle. Il doit se mettre au niveau, s'il n'est pas au niveau, qu'il reste toujours... Non. Pour pouvoir défendre, je dirais, les partis, ce n'est pas de pouvoir crier, pouvoir dire oui, il faut une loi. Non, c'est d'instruire la population. Moi, je prends une anecdote. Je faisais en 2022 le tour pour la présidentielle, pour les signatures. Je tombais sur, on va dire, un élu qui dit « Ah, mais vous venez de Paris, donc vous êtes toujours dans la délinquance là-bas. » Je dis « Parce que je suis non, vous me parlez directement de délinquance. » « Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous savez, j'ai fait l'Afrique. » Je dis « Oui, mais là, encore vous me blessez. Tout faire l'Afrique ne veut pas dire que vous connaissez les Africains. Et en plus, qu'est-ce qui vous dit que je viens là, tout de suite de l'Afrique? Je suis peut-être né ici, je suis là depuis longtemps, je connais pas l'Afrique. » Il dit « Ah ouais, mais normalement, moi je suis français de souche. » Comme l'a dit Ibrahim, je l'ai rappelé en disant « C'est quoi français de souche ?» Il dit « Oui, mais moi je suis français. » J'ai dit « Vous savez, même les Africains qui étaient sous la colonie sont français de souche. » Exactement. Parce qu'ils sont français, n'ont jamais choisi d'être dans la République. Quand on a quitté le côté royal, quand on est passé à la République, on les a inclus automatiquement. Donc ils n'ont même pas eu le droit même de parler démocratiquement. Et donc aujourd'hui, c'est juste parce qu'en 1958 jusqu'en 1960, ils ont commencé à prendre leur indépendance. Mais l'indépendance par rapport à des titres de territoire. Mais ceux qui sont ici en France sont français toujours. Donc eux aussi sont français de souche. Donc qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à cela? Il dit, ah ben je savais pas, au moins vous m'avez instruit. Et c'est ce qu'il faut. Au lieu d'être toujours à jouer la victime ou bien à jouer l'agacement, c'est d'instruire la population. Ces genres de solutions peuvent être mis déjà à la base en parlant à nos enfants, en leur expliquant leur position. Avoir une certaine rhétorique qui pourrait apporter un apaisement et non de chercher le conflit, parce qu'on va chercher un conflit pourquoi? C'est un Français comme nous. Donc aujourd'hui, c'est de lui indiquer ce que tu viens de dire peut me paraître blessant pour moi, peut-être pas pour d'autres,
Mais est-ce qu'on peut simplement s'expliquer? Et s'expliquer, c'est savoir pour que je puisse t'expliquer comment je l'ai ressenti. C'est comme, là, pour vous dire encore une autre anecdote, c'est que, une fois, j'ai discuté en me disant, ouais, est-ce que vous dites, c'est pas bien, c'est du racisme? Et la personne m'a dit, arrête de me dire que c'est du racisme. À chaque fois quand vous parlez, vous prenez toujours le côté victime, c'est le racisme. Je lui ai dit, juste une question. Tu es bien homosexuel? Il me dit oui. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Tu es homophobe? J'ai dit, tu vois, juste le fait que je t'ai demandé que tu es homosexuel, tu traduis directement, je suis homophobe. C'est comme ça on vit quand vous nous attaquez. Il dit, ah ouais, je savais pas. J'ai dit, tu vois, il faut juste discuter. Mais un point très important, peut-être avant que je vais rajouter, mais je ne serai pas très long dans les différents échanges, c'est aussi de considérer, je reviens à l'histoire coloniale, il y a toujours aussi dans le subconscient le maître et l'élève. Et donc, le sachant, c'est eux. L'apprenant, c'est nous. Et donc, l'exécutant, l'encadrant, c'est eux. L'exécutant, on est parce que cette image-là, ça a toujours été le cas. Et quand je parle de ça, ça veut dire que quelque part, le fait que tu aies fait de grandes études, ça n'est pas dans leur esprit, c'est pas normal. Ouais. Ça, c'est leur domaine réservé. Et par rapport au racisme, donc c'est par rapport à ce point-là. Et en même temps, oui, le racisme, ça peut être fait parce qu'avec des plaisanteries de mauvais goût. Oui, et très souvent, il y en a qui te testent en fait, pour voir si ça passe ou pas. Et en fonction de ta réaction, si tu réagis en disant stop, attention, là, ça reste net. C'est un terrain miné. Si tu laisses passer, tu souris, et tu vas, eh ben, ils vont aller encore plus loin. C'est en fait vicieux. C'est extrêmement vicieux. Mais après, il faut aussi dire deux autres choses, que je terminerai sur ces deux points-là. Il y a aussi, il faut le dire, pour certains, il y a de la maladresse. Il y a de la maladresse. Et je conclurai, parce que par ignorance, etc., il y a de la maladresse, mais qui ne sont pas forcément racistes. Mais c'est difficile de faire le preuve de discernement et de faire d'enlever le vin de l'ivraie, comme on dit. Donc, et le bon vin de l'ivraie, c'est bien ça. Hein, et en même temps, c'est une expression. Et je termine en disant aussi, attention, c'est du vécu aussi. C'est à nous aussi d'être très vigilants, même si c'est pas évident, de toujours nous faire une idée de la personne qu'on a en face de nous, pour que nous ne soyons pas toujours dans la victimisation. C'est tellement pas évident tout ça, dans notre façon de faire. C'est une ligne. Il y a une ligne, voilà. Mais ne pas tomber dans la victimisation, et pour ne pas tomber dans la victimisation, de mon point de vue, c'est d'avoir une attitude complètement décomplexée. Totalement, mais... Complètement en le montrant d'égal à égal. En montrant, tu vois, je suis ton égal. Ton égal pourquoi? Pour les autres, très simple. Parce que je suis un être humain comme toi. Et je suis quelqu'un de civilisé comme toi. Non, mais et je suis quelqu'un... Là-dessus, je peux me mettre un peu, on va dire, en faux. Parce que je peux dire, tu avances. C'est juste dans une partie de la conception de la vie de la société. Mais c'est injuste aussi parce que souvent, quand on a tendance à le dire, on a tendance à dire oui, les autres. Donc, quand on parle des autres, on parle souvent des caucasiens. Mais il y a souvent ce racisme, on va dire, ordinaire qui se fait entre afro-ascendants et afro-descendants. Oui. Elle l'a vécu avec la communauté antillaise. Oui. Il y a aussi d'autres qui le vivent. Quand vous discutez souvent avec des personnes qui ont peut-être des origines bien quoi, au lieu de s'intéresser d'être la personne, on demande, tu viens de quel pays? Comme si son pays allait apporter une réponse à votre conversation. Tu vois? Il y a aussi souvent, quand on discute, on dit, ah, mais fais attention, eux, là, chez eux, ils mangent ça. Comme si la personne qui est en face de toi, il a dit que c'est ce qu'ils mangent. Les Haïtiens mangent du chien. Ça avait dit, par exemple, à un moment donné. Voilà. Donc, tu vois, donc aujourd'hui, ce qui peut apporter une différence dans l'échange, dans le dialogue, c'est que nous-mêmes, on doit faire attention à tout. Et apprendre à transmettre une bonne diction, une bonne élocution à nos enfants, à tout le monde, pour que chacun puisse interpréter et apprécier les blagues que peuvent faire les amis. Parce qu'on prend des amis qui peuvent dire « Ah, j'aime bien celui-là, c'est un noir qui est parfait. » Oui, d'accord. Comme on se dit « Oui, c'est bien, j'aime bien, c'est mon corse que j'aime. » Comme si on s'appropriait des personnes. Donc, si je comprends bien là, ce que vous préconisez, messieurs et mesdames, c'est la sensibilisation pour la nouvelle génération. Tout à fait. Leur faire connaître leur histoire, faire des recherches, parler,
aux proches, à la famille, pour justement ne pas tomber dans ce piège de victimisation ou de racisme. Entre autres, mais pas que. Voilà. Mais pas que. Okay. C'est une partie de la solution. Oui, c'est pour ça que je dis il n'y a pas que. Oui, mais je serais tenté de dire, pour ajouter en termes de proposition, je pense que l'exemple aussi doit venir de nous. Parce que les jeunes ont besoin de référents, ils ont besoin d'exemples. Et donc, tout dépendra aussi de nous, de notre comportement. De notre comportement, et ça passe par beaucoup de choses en fait. Il n'y a pas le comportement, il y a la façon de comment tu es intégré dans l'entreprise, comment tu es intégré dans la société, quels sont les vécus et les engagements qui sont les tiens aussi. Je pense que c'est un tout et je pense que quoi qu'on dise, il faut qu'il y ait des jeunes et des référents et des exemples. Et donc ça doit passer d'abord aussi par nous, nous en tant que parents, nous en tant que par rapport à nos différentes activités sur le plan professionnel aussi, par rapport à ce qu'on a pu faire. Et ça peut donner un espoir aussi aux jeunes de se dire, ben, comme ça c'est un exemple, on va suivre cet exemple-là. Et pas forcément qu'on soit le parent directement, à part biologique de l'enfant, hein, mais qu'on soit une référence pour cette jeunesse-là, de nos enfants, des enfants des quartiers, pour que on puisse gommer ces préjujés. Mais continuer et les gommer, ça passe par déjà nous-mêmes, le fait de donner l'exemple, de parler en comportement. C'est pour ça que moi, là-dessus, ce point, souvent, je préfère me dire que Zemmour a un peu raison quand il dit le grand remplacement. Ce grand remplacement, c'est qu'aujourd'hui, on voit pas ce remplacement qui existe depuis toujours. Ce grand remplacement est là parce que le côté où on cherche à provoquer les personnes des minorités pour pouvoir les pousser à faire des fautes, on a aujourd'hui des personnes qui sont cultivées, qui peuvent donner une réponse adaptée. Quand vous prenez avant, quand on disait oui, Bamboula passe ici ou bien quoi, les personnes racisées ne réagissaient pas. Ils étaient dans leur coin, ils avaient peur. Parce qu'il y avait quoi? La peur de la brimade, la peur de perdre certains privilèges ou autres. Mais aujourd'hui, les enfants que nous sommes, avec nos enfants, on est français. Pour nous, on voit pas la différence. Donc, je vais perdre quoi? Tu me dis quelque chose, je riposte. Or, aujourd'hui, c'est pas de riposter pour dire tout est mauvais ou bien quoi, parce que même nous-mêmes, on fait souvent des blagues. Quand on est là, on dit oui, que 1, 2, 3, oui, va à Algérie, c'est un stéréotype qu'on s'est mis. Parce qu'ils l'ont utilisé une fois et nous, tous, on l'utilise. Pour juste parler souvent des personnes d'origine algérienne. Mais la France, on va dire, c'est un arc-en-ciel. Donc, on doit cultiver cela, on doit montrer l'exemple, on doit être vraiment pas parfait. Parce que nul n'est parfait, mais on doit simplement souvent tolérer quand la personne ne sait pas et l'amener à comprendre qu'on a été blessé. Alors, je rebondis dessus sur cette question. À l'ère des réseaux sociaux et de la communication instantanée, dès qu'il se passe quelque chose, on filme, on transmet. Le racisme aujourd'hui, elle vous semble parfois protégée plus vite, propagée plus vite que d'habitude, de manière plus, j'ai envie de vous dire, indicieuse ou on pourrait même dire plus vicieuse. Quel est votre rôle aujourd'hui et sur les plateformes numériques ont-elles c'est devenu une banalisation et comment on peut nous les internautes, on peut modérer ça? Est-ce que c'est à nous ou c'est au rôle de Facebook, de Twitter ou encore qu'est-ce qu'on a TikTok de gérer ces situations? Est-ce qu'ils ont l'air dépassés? Ma chère Cynthia, c'est que sur tous les réseaux, il y a une charte d'utilisation. Cette charte d'utilisation, une fois qu'on signe, qu'on accepte, on est obligé de s'appliquer à la politique de ces mais je vous parle de ça parce qu'il s'est passé des choses. Oui, il s'est passé des choses, mais le truc c'est quoi? C'est que ce que nous vivons ici, ça peut être du racisme, pour d'autres pays c'est de la normalité. On est dans l'ère de la mondialisation. Ce qui fait que lorsque le gestionnaire d'une plateforme met quelque chose en place, il verrouille pour certains lieux, mais souvent, avec les horaires, les déplacements que l'on fait, ça fait que il n'arrive pas et il laisse souvent des failles. On a une commission là qui est là pour pouvoir encadrer TikTok par rapport à la jeunesse, en disant que tous ceux qui viennent chez les influenceurs peuvent transmettre des mauvaises images à la population. Moi, je dirais c'est pas là-bas qu'il faut déjà taper, pas sur les réseaux sociaux. Le premier lieu d'instruction, c'est dans les familles. Redonner le droit parental aux parents qui ne l'ont plus et qui peuvent plus parler à leurs enfants et expliquer que ton thème que tu viens d'utiliser, c'est raciste.
Vous voyez? On a aussi le deuxième lieu, c'est l'école. Aujourd'hui, l'école commence à infantiliser, je dirais, à la fois les parents vis-à-vis des enfants. Donc, comment pouvons-nous avoir une éducation à transmettre aux enfants pour leur dire ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux, ce que tu vas filmer ou bien quoi, peut être raciste. Et souvent, le troisième point, c'est les politiques qui jouent avec le racisme pour pouvoir avoir un électorat. Je prends mon cas, souvent je donne des informations pour conseiller par rapport à comment entrer dans la société. Beaucoup de personnes de l'extrême droite signalent mon compte. Pour vous dire, sur le compte politique que j'ai, je suis restreint jusqu'en 2035. Je peux plus pouvoir, on va dire, faire facilement des lives ou bien quoi. Jusqu'en 2035. J'ai beau expliquer, ils disent oui, mais je respecte pas la politique de TikTok. J'ai dit, bah, ok, y a pas de problème. Je continue, je fais mes choses. Mais comment comprendre de pouvoir exécuter quelque chose en disant non, mais ce que eux font n'est pas bien. Mais lorsqu'on veut signaler, on signale nous-mêmes nos propres comptes. Ceux qui doivent faire aussi le boulot, le quatrième élément, c'est les médias. Aujourd'hui, vous prenez, quelles que soient les chaînes, à la fois nationales, on va dire sur le net ou autre, beaucoup commencent à mettre des débats sur est-ce que les migrants sont des Français? Au lieu de dire est-ce que tous les Français sont, on va dire, issus de l'immigration, mais quoi? Non. On catalyse en disant l'immigration est égale aux Noirs et aux Arabes. Donc aux Africains. Oui, mais justement, est-ce que ça permet aux autres de se défendre sur les réseaux sociaux aussi? C'est une question. Non, mais c'est pour ça que je dis, sur les réseaux sociaux, quand ils veulent se défendre, souvent les comptes sont signalés. Oui, mais eux, de leur côté, peuvent aussi signaler ces comptes aussi. Je veux dire, ça va être c'est une bagarre sans fin. Je suis d'accord. Voilà, mais est-ce que c'est une manière aussi de se défendre de l'autre côté? Parce que c'est de continuer à enseigner. C'est ce que je fais, c'est qu'on continue. S'il faut créer d'autres comptes, vous créez d'autres comptes pour pouvoir essayer d'enseigner. Mais aussi, vous pouvez pousser à des cafés-débats, à des conférences, pour pouvoir instruire. C'est pour ça on reste toujours dans la sensibilisation, la mobilisation. C'est pour ça qu'on vous voyez écrire un livre, c'est comme on dit, les paroles sont bonnes, mais l'écrit reste. Donc écrire un livre, c'est transmettre un patrimoine pour que les gens puissent comprendre. Quand je fais même, on va dire mon livre, juste le titre a choqué certaines personnes. Le racisme au secours de la France. Les gens disent oh, qu'est-ce que tu veux dire? Les Français sont racistes? Non. Le racisme au secours de la France. Lisez, vous allez comprendre. Sauf que quand on a mis le racisme au secours de la France, c'est que à travers le racisme, on pousse à quoi? La cohésion nationale, la cohésion sociale. Donc à la citoyenneté. C'est vraiment la base, le socle d'une république. Or, lorsqu'on met une différence entre les populations, il n'y a plus de cohésion. Alors, je vous donne un exemple concret. Un sujet, ça s'est passé hier. On a eu l'information, une boucherie. Monsieur qui tenait une boucherie à Toulouse s'est fait taguer sa boucherie en lui demandant que, puisque c'est une boucherie, au-dessus il y a écrit halal. Et on dit, voilà, les cochons à abattoir et les Arabes dans leur pays. Le monsieur a décidé tout simplement d'enlever le mot halal de sa boucherie pour ne plus avoir de problème. Est-ce que c'est du racisme? Oui, ça n'est à l'évidence. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Je suis tenté de dire que aujourd'hui on est arrivé à un stade où ça a déjà été dit, le racisme est complètement banalisé. Maintenant, c'est le visage découvert et sur fond de tensions religieuses. C'est sûr, malheureusement. Et alors que bon, on est dans un pays laïque dans lequel le souhait que tout le monde puisse vivre ensemble malgré ces différences ethniques, religieuses, culturelles, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est à se demander par moments s'il n'y a pas une réelle volonté aussi, ça a été dit avec malheureusement les médias qui jouent un rôle qui n'a pas tendance à servir la cohésion nationale. Et c'est pas un média qui est parti mettre un mot sur la boucherie. Attention, je vais venir parce qu'en fait, il faut avoir une vision globale de tout ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait. Parce que là, tu parles des réseaux sociaux. D'ailleurs, je serais même tenté de dire que en préambule que c'est bien finalement que l'existence de ces réseaux sociaux-là, parce que ça a pu mettre à nu beaucoup de choses que lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'on ne savait pas déjà. Oui, ça, c'est une très bonne chose, parce que beaucoup de choses maintenant se savent et ça permet d'éveiller les consciences et d'avoir des informations en temps réel. Mais indépendamment de ça, c'est à se demander par moments s'il n'y a pas une réelle volonté insidieuse
autant cette phrase qui disait la France tu l'aimes ou tu la quittes, c'est comme si on fait en sorte que même les gens nous qui aimons la France, on nous pousse à ne plus l'aimer. Et de façon de te faire dégoûter de la France par toutes sortes de moyens. Une sorte de pression comme celle-là, t'obliger effectivement à appliquer leur façon de vivre. Alors que chacun peut avoir sa façon de vivre tout en étant complémentaire. Sans déranger son voisin. Ce qui est quand même dommage parce que quand on parle de halal, ça ne date pas d'aujourd'hui, les boucheries halal. Oui, Et donc, quelque part, comment se fait-il que du jour au lendemain, c'est que effectivement il y a une telle montée, et c'est pour ça, excuse-moi de revenir là-dessus, il y a une part des médias qui jouent un rôle, une part de complicité des politiques aussi. Il faut dire les choses, c'est une réalité. Et je pense que, et maintenant, pour revenir en termes de propositions, moi, en tant qu'ancien président de SOS Racisme, effectivement, on parlait des cafés-débats, des conférences, mais aussi dans les enfants, au niveau des collèges, de les sensibiliser pour déconstruire les préjugés. Et sensibiliser depuis le collège. Moi, j'ai été amené à le faire. Et je parlais d'exemples. Moi, j'ai fait des conférences débats, j'ai fait des ateliers sur des personnes qui sont des exemples pour la communauté afrodescendante. C'est Martin Luther King auprès des jeunes, Nelson Mandela. Ce sont vraiment des figures emblématiques qui ont été des combattants au niveau contre l'apartheid en Afrique du Sud. Au niveau Martin Luther King, on sait aussi tous les combats qu'il a menés, les combats contre la ségrégation raciale aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'il faut donc c'est au plus bas âge. Autant les parents ont un rôle à jouer à la maison, autant, comme tu l'as dit, au niveau des écoles, dans les collèges, etc. Mais en très bas âge. Maintenant, on aura beau faire ce travail-là, à travers la culture, le sport, etc. auprès des jeunes, dans les quartiers, mais au-delà. Mais il faut aussi que les médias aient une vision neutre, qui est cette volonté, qui fasse passer des messages de rassemblement, de cohésion, pour que le vivre ensemble soit une réalité. Et au-delà de ça, on sait bien que beaucoup de politiques aussi sont aussi propriétaires, et ceux qui font passer des messages aux médias, auprès des médias aussi. Messieurs, la société inclusive, là, est-ce que c'est pas une utopie? C'est pas une utopie, mais je dirais c'est un non synergie. Parce que quand tu dis les médias, quand tu dis oui, l'exemple avec la boucherie halal qui s'est transformée en bien quoi, mais où sont sa communauté? Pourquoi ils sont restés silencieux? En touchant aujourd'hui à la communauté juive, automatiquement il y aura la police pour pouvoir protéger. C'est sûr. Il y aura tout. Touchant, on va dire, à quelques chrétiens, il y aura tout. C'est qu'aujourd'hui, on utilise, on va dire, c'est un stéréotype, on utilise certains leviers pour pouvoir canaliser les personnes. On va sur le côté religieux, il faut pas toucher telle religion, mais on peut toucher les autres religions. On va sur le côté, on va dire, personne, on regarde les origines, on dit, ok, tout ce qui est migrant, c'est l'Afrique. Mais je rappelle que extra-européens, le reste, c'est aussi migrant. Les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Brésiliens, les Américains, les Canadiens sont des migrants. Mais on les met au-dessus, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des pays qui sont développés. Donc le reste vient plutôt en servitude. Donc on a le droit de taper dessus, on a le droit de les rabaisser. Donc là, ce que vous dites, c'est quoi? C'est qu'il aurait fallu que un représentant de la mosquée à Toulouse ou que le préfet vienne, vienne directement. Que le préfet vienne, parce que cette boutique est républicaine. Il n'y a eu aucune réaction. Pour l'instant, non. Voilà, le préfet doit se déplacer pour dire, ce n'est pas bien d'attaquer cette boucherie qui fait vivre l'économie, qui fait vivre la société. Donc je suis désolé, c'est le rôle du préfet. Il y a des habitants quand même qui ont apporté leur soutien, qui ont fait un message en disant... Parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a eu un exemple typique qui s'est passé. D'accord? On a eu, on va dire, un jeune qui s'est mis tranquillement à claquer la porte lors d'une audition, on va dire parlementaire, en disant au revoir puisque vous ne me laissez pas parler. Il l'a quitté. Il fait tous les médias, tout le monde parle de lui. Et certains disent oui, mais c'est parce que vous voyez c'est noir parce qu'on leur donne un peu. Il se croit au-dessus de tout. Permis. Un noir, donc il est au-dessus de tout parce que il revendique sa liberté, il revendique sa manière de vivre. Il y a des lois, il y a tout pour pouvoir le ramener à une raison, bien quoi. Donc pourquoi l'attaquer sur sa couleur de peau? Pourquoi estimer qu'il n'est pas intelligent, n'a pas? Sauf qu'il y a certains qui analysent en disant, mais sa manière de s'exprimer, sa manière de voir, on a l'impression que derrière, il y a des avocats qui le poussent à dire certaines choses. Donc il sait ce qu'il fait.
On a senti les éléments de langage. Mais moi, je suis désolé par rapport à ce que vient de dire Stéphane, mais j'insiste, je persiste en disant c'est lié à des raisons historiques par rapport à nous, par rapport à la colonisation. Quand on parle, la France n'a jamais colonisé le Brésil, n'a jamais colonisé les Amériques, ces pays-là. Quand on parle de nous, c'est les Maghrébins, l'Algérie, on sait comment l'Algérie a pu prendre son indépendance en 62, dans le sang quand même. Hein. C'était compliqué pour que les Français quittent l'Algérie, sous le général de Gaulle à l'époque. Donc, moi, je persiste aussi en disant que c'est normal. Enfin, quand je dis c'est normal, il faut pouvoir savoir pourquoi nous on les traitait de cette façon-là, et pas les autres qui sont extra-européens, donc que tu as cités, qui sont les Brésiliens, les Américains, les Canadiens ou autres. Parce que c'est pas la même histoire. Et les préjugés sont là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais vous dire une chose très importante, les discriminations à l'emploi. Une personne qui est qualifiée, qui a fait des études, mais qui n'a pas le poste qu'il mérite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter, à un moment donné, que cette personne ait pu accéder à un tel niveau d'études et pu obtenir les diplômes. Surtout qu'elle puisse commander après c'est ce que j'allais y venir. Et l'inversion, exactement, j'allais y venir. Et l'inversion au niveau de la hiérarchie. Moi, je peux parler de mon cas. Moi, je suis resté longtemps. À un moment donné, je me suis dit, attends, je crois pratiquement toute ma vie avec un bac+2, avec une personne autre que moi, un Français, qui vient, que j'ai forme, et qui, après, a un salaire plus important que moi, qui touche, après, peut-être presque 2 fois plus que moi, et j'en fais 3 fois plus que lui. Seul, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, bah, écoute, pourtant j'avais un CDI à l'époque, j'ai complètement démissionné, je dis, je veux reprendre les études. Non, reste ainsi, on va te proposer autre chose. Non. Je dis, c'est maintenant, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, c'est maintenant. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et là, j'ai réagi parce que je me suis dit, c'est le savoir qui donne le pouvoir. Je sais que maintenant, en poussant les études et en allant faire une école de commerce que j'ai financée de ma poche, qui est l'ESSEC, je sais qu'avec ce poste-là, c'est moi maintenant qui prendrai le pouvoir. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est ça aussi la réalité aussi. C'est ça la réalité parce que auparavant, et ça a toujours été le cas, ils veulent qu'on reste sous domination pour des raisons historiques. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Alors, j'ai une petite anecdote. J'aime bien. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Je vous le dis quand même. J'aurais un dernier truc à dire après. Bien sûr, avec plaisir. Mais moi, ce que je veux, c'est des propositions. Il faut des propositions concrètes pour qu'on fasse avancer le débat de notre échelle, j'ai envie de vous dire. Ma petite anecdote, il y a une patiente qui était venue voir quelqu'un de sa famille, et hospitalisée. Et elle me voit, donc je suis avec ma tenue, c'est bien écrit, Colette, cadre de santé. Et cette dame me dit, est-ce que je pourrais voir votre supérieur hiérarchique? Alors je lui explique, madame, c'est moi la responsable donc, du secteur. Elle me dit non, en fait, je voudrais voir la personne qui est au-dessus de vous. Pas vous. Voilà, pas vous. Je lui ai dit, madame, vous n'aurez pas d'autres interlocuteurs. Oui. Vous avez fait celle qui n'avait pas compris. Voilà, elle a fait celle. J'ai fait celle qui n'a pas compris. En fait, pour elle, c'était pas possible qu'une noire soit responsable d'un service hospitalier en France. Incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc, pour rajouter aussi, et ça sera aussi des apports par rapport à des solutions, je le dis très souvent, le racisme est vécu par des personnes différemment. Et le racisme systémique, que tout le monde le voit, tout le monde le constate, à travers, je dirais, les propos racistes de certains politiques ou autres, ou simplement les discriminations qu'on vit en plus du racisme. Parce que lorsqu'on met des barrières, c'est encore plus de barrières avec le racisme et la discrimination. Mais apprenons à casser ces barrières, apprenons à vivre en mettant, on va dire, une cohésion, en organisant déjà les autres Français, ceux qu'on considère autres Français, des personnes issues de l'immigration ou, comme moi j'appelle communément, les afro-ascendants, afro-descendants, qui s'organisent, qui revendiquent... C'est la tendance quand même. Voilà, qui s'organisent, qu'ils enseignent, qu'ils apprennent aux autres. Parce que souvent les livres d'école ne racontent pas l'histoire qu'a vécu ces personnes, soit en Afrique, soit aux Antilles. Ça raconte juste l'histoire que le maître a voulu bien mettre à la disposition des autres. Parce que beaucoup ici ne savent pas qu'à l'époque de la colonisation, on imposait aux Africains de dire nos ancêtres sont des Gaulois. Pour eux, ils savent pas ça. Mais ça, je pense que ça peut être un sujet d'une prochaine émission. les livres nous représentent-ils tous?
Voilà. N'est-ce pas? Parce que quand on prend Un aujourd'hui, grand débat. au niveau même de la presse ou bien quoi, que aujourd'hui on force les portes pour aller expliquer dans ces médias. Ne laissons pas les autres expliquer et parler à notre place. Quand une autre solution encore, quand il y a des municipales ou des législatives ou autres, qu'on apprenne à aller se présenter. Ne disons pas, c'est les autres qui doivent le faire et on regarde. Ibrahima a dit quelque chose qui m'a un peu interloqué quand il dit oui, il allait dans les écoles, il expliquait en parlant de Martin Luther King ou bien quoi. Qu'on donne des exemples des francophones qui sont ici. On a eu des personnes brillantes qui ont travaillé, qui ont mis des choses. Je prends simplement même la 5e République. Quels sont ceux qui ont rédigé? Aujourd'hui, on met des noms de caucasiens. Il n'y a que 4 personnes qui ont rédigé. Dont un qui tenait, on va dire, la plume pour pouvoir le faire, c'était Senghor. On avait Césaire qui corrigeait certaines choses. On avait Houphouët qui était celui qui canalisait et qui organisait toutes les différentes parties de cet élément. Et on avait en dernier Modibo Keïta qui simplement prenait le côté la sagesse malienne pour dire oui, si on met ça, ça va pouvoir hiérarchiser puisque c'est comme ça que la cité était hiérarchisée lors de l'Empire du Mali. Donc vous voyez, tout cela a permis de faire la 5e République. Mais aujourd'hui, personne ne parle. On dit oui, c'est M. Debré qui était le Premier ministre, c'est ce qu'on voit tous. Et ce qu'on fait, c'est des Africains. Il faudrait qu'on puisse instruire et donner ça à nos enfants pour dire que aujourd'hui, on n'est pas à la ramasse, on avance. Moi, quand j'ai tenté, on va dire, la présidentielle, j'ai osé. Et je me suis dit, c'est pas parce que je vais gagner quoi, mais j'ose pour que demain, nos enfants puissent dire, mais si lui, il a réussi à faire, pourquoi pas moi? Et qui tente aussi. Et c'est ça aussi des solutions. Arrêtons d'être toujours des consommateurs, des spectateurs. Soyons des acteurs, soyons des producteurs. Et là, on pourra réussir ensemble. Soyons des bâtisseurs. Bon. Une proposition très importante. Et ça sera la dernière. Oui, très importante. Et ça qui s'inscrit dans le cadre du vivre ensemble. L'idée n'est même pas venue. J'ai été sollicité par quelque chose que j'ai trouvé, auquel je vais participer. C'est d'organiser des déjeuners qui réussissent des personnalités de religions différentes. Confession juive, catholique, chrétien, musulman. Sur des thèmes différents? Et non, mais juste autour de ce déjeuner-là, que les gens se découvrent. Échanger sur des thématiques autour d'un déjeuner. Je pense que voilà une des propositions phares qui pourrait faire en sorte de recoudre le tissu du vivre ensemble, recoudre ce tissu du vivre ensemble, aujourd'hui en France, dont nous avons tous besoin. Voilà une des idées que je soumets et que je pense qu'il pourrait une des solutions pour que les gens réapprennent à se découvrir malgré les différences. Ça n'empêchera pas mais il faut un début à tout. Peut-être qu'il y a d'autres propositions, mais en tout cas, voilà celle que je voulais faire en tout cas sur ce plateau. Mais tu sais, Cynthia, ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand ça a commencé à pousser avec certains regroupements, avec Malcolm X, tout qui rentrait dans des groupes religieux autres pour pouvoir exister, ça a poussé à ce que un enseignant dise, ok, c'est simple, puisqu'ils ont leur livre, on va créer des écoles pour noirs. Ils ont commencé à mettre des écoles pour noirs. Et maintenant, il y a même des banques pour noirs. Il faudrait pas qu'on arrive à cela en France. Il faudrait qu'on crée nous-mêmes notre propre système où on inclut tout le monde, qu'on ne marque pas de différence, parce que souvent, c'est les médias qui désinforment les personnes qui sont loin de certaines métropoles, parce que pour eux, quand on voit Paris ou bien Marseille, tout brûle. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que c'est « Ah, mais non, mais ils sont bizarres ici. Mais ça brûle pas. » C'est à nous de le faire. Tout le monde en France n'est pas raciste. Tous ceux qui pratiquent aussi souvent du racisme ne le savent pas. Parce qu'on leur dit pas que ce que tu viens de faire est blessant. Donc avant toute chose, c'est qu'on s'instruise tous et qu'on discute le dialogue. Et puis qu'on serve de modèle aussi. Bien sûr. Mais on va commencer par vous-même. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Pour les prochaines générations. Absolument. Encore merci. Un grand merci à vous d'être présents aujourd'hui pour ce thème qui est, je pense qu'on en parlera encore, malheureusement, encore pendant quelques années. Le combat est encore long. Et c'est ça. Très long. Mais il ne faut pas désespérer. C'est pas une fatalité. Et bientôt les municipales, inscrivez-vous tous dans les listes et surtout présentez des listes. Là, demain, vous allez pouvoir vous représenter et pouvoir parler. Ne laissez pas les autres discuter pour vous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite pour une prochaine revue de presse. En attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.